Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Jean-Marc Alliot. Je suis actuellement directeur scientifique au CHU de Toulouse, en charge des activités d'intelligence artificielle et de recherche sur données. Comme formation, je suis polytechnicien. Je suis polytechnicien avec un doctorat en IA et 30 ans, 40 ans presque maintenant de recherche dans le domaine, dont 30 ans passés autour des réseaux de neurones, donc ce qu'on a coutume aujourd'hui d'appeler comme de l'IA. On va donc commencer par le premier. Donc on disait, c'est quoi l'IA? En fait, l'IA, c'est pas comme on le disait une IA, c'est plein d'IA différentes. Et surtout, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, c'est-à-dire les grands modèles de langage, les LLM, vous voyez que c'est un tout petit bout qui est en bas, là, tout au fond. Derrière, l'apprentissage supervisé dans le cadre des régressions, donc les autorégressifs, mais que tout le reste autour, c'est aussi ce qu'on appelle de l'IA. À la base, le mot IA, en fait, il a été inventé par quelqu'un qui s'appelait Marvin Minsky et John McCarthy en 1956. Et c'était au départ quelque chose qui était une approche strictement logiciste, c'est-à-dire algorithmique, à partir de capture de connaissances. Et l'IA qu'on utilise aujourd'hui, elle est plus ancienne. Elle a été inventée par Norbert Wiener 10 ans avant, à la fin des années 40. Et elle est au contraire basée sur la notion d'apprentissage. Donc c'est deux notions qui sont complètement différentes. Et en fait, même Minsky et McCarthy, quand ils ont inventé le mot intelligence artificielle, c'était pour aller contre l'approche de Wiener, qui était une approche, au contraire, d'apprentissage. Et donc, on parle d'IA aujourd'hui, c'est un mot qui est très galvaudé et pas très exact. Donc il y a plein de choses. Il y a cette approche symbolique de l'IA, qui est l'approche traditionnelle des années 60 à 80, qui est une approche logiciste fondée sur des modèles mathématiques et surtout des modèles logiques. Il y a une approche dont on a parlé il y a 5 minutes, qui est l'approche autour des programmes d'échecs, qui a eu ses heures de gloire dans les années 90, qui est une approche beaucoup plus force brute, algorithmique. Donc c'est exploiter la puissance de calcul pour calculer rapidement, et avec tout un tas d'algorithmes qui ont été développés dans ces années-là et qui ont été très importants. Il y a une approche vie artificielle que vous voyez sur la gauche, c'est tout ce qu'on appelle programmation génétique, algorithme génétique, qui s'est développé à partir de la fin des années 60, début des années 70, et qui s'est retrouvé un petit peu dans l'apprentissage par renforcement, parce qu'on l'utilise là-dedans. Puis vous avez encore autre chose qui sont les systèmes d'agents. Donc aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est l'apprentissage. Donc je vais vous expliquer en 2 secondes ce que c'est que l'apprentissage et ce que c'est qu'un réseau de neurones, parce que ce n'est pas inutile. Là, vous avez devant vous ce qu'il y a de plus simple comme réseau de neurones. Vous avez un réseau de neurones à 3 neurones. Ce que je vais vous montrer là, c'est de toute façon comme ça que ça marche aujourd'hui, même dans les modèles les plus compliqués. C'est-à-dire que les neurones, ils sont tous faits comme ça. Il y a une entrée, il y a une sortie, et au milieu, vous mettez plein de neurones artificiels qui sont juste des sommateurs. C'est-à-dire des machins qui font des additions et qui appliquent dessus une fonction à la sortie, qu'on appelle une fonction logistique. Et vous présentez au système des exemples en entrée, et vous lui demandez de retrouver une sortie. Là, par exemple, vous avez un réseau de neurones. Avec un neurone, il apprend une droite. Si on avait voulu apprendre une parabole, il aurait fallu 2 neurones, et ainsi de suite. Et vous voyez, en fait, vous lui présentez la table d'exemples, là, les x1, y1, et au bout d'un certain temps, le système, il apprend en optimisant les paramètres. Les paramètres, ce que vous voyez, là, c'est les W1, B1, etc. Donc là, pour apprendre la droite, il va avoir besoin quand même d'un certain nombre de paramètres, il en a 4, et ça va prendre quelques secondes pour apprendre parfaitement la zone de la droite où on lui a donné les exemples. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est qu'il a parfaitement appris dans la zone où on lui a donné des exemples, c'est-à-dire que les courbes vertes et bleues sont parfaitement confondues. Mais vous voyez que dès qu'on s'éloigne de la zone où il a eu les exemples, forcément, il diverge. Ça, c'est inévitable parce que ce n'est pas une droite, un neurone. C'est juste un moyen, en adaptant les coefficients, de retrouver la droite. Et ça, il faut s'en souvenir parce que c'est de là que vient tout le malheur des réseaux de neurones et tous les ennuis qu'on peut avoir avec. Il faut toujours se méfier de ça. Là, je vous montre un autre exemple, et c'est important de comprendre ce qu'il y a sous le capot parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il y a sous le capot, et donc ils ne comprennent pas pourquoi ça peut ne pas fonctionner dans certains cas. Et moi, c'est ce que je fais toujours quand je fais mes cours à mes étudiants. Je commence par leur expliquer ce qu'il y a dessous. Parce que c'est comme ça qu'on comprend pourquoi ça peut dysfonctionner. Et donc, là, vous avez un truc très simple qui apprend la multiplication. Pour apprendre la multiplication, il faut 5 neurones. Donc, si vous avez des enfants qui n'y arrivent pas, dites-leur qu'on peut faire avec 5 neurones. Et donc, à partir de là, vous avez 2 entrées, qui sont les 2 nombres avec lesquels on va faire la multiplication entre eux. Et vous avez 5 neurones au milieu, ce qu'on appelle la couche cachée, et à la sortie, vous voulez le résultat de la multiplication. Et vous faites ça, vous avez besoin que de 36 exemples. C'est la table qui est à droite,
Et on apprend la multiplication que de 2 en 2, pour faire simple. Donc 0,2 par 0,2, 0,3 par 0,4 par 0,6, etc. Donc vous présentez ces exemples-là, toute la table qui est à droite, un certain nombre de fois au réseau, et il va, avec 21 paramètres, parce que là vous en avez 21 si vous comptez bien, il va réussir à apprendre la multiplication exactement dans cet intervalle. Et comme j'aime bien le montrer, vous allez voir en temps réel comment un réseau de neurones apprend la multiplication. Voilà, là il est en train de l'apprendre. Ça va prendre quelques secondes. C'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. C'est ça qui est le plus coûteux dans les réseaux de neurones. Une fois qu'il a appris, on pourra faire une inférence. Donc là, vous voyez, il a appris parfaitement la table de multiplication. Ça a pris 4-5 secondes. Mais derrière, là où est le miracle, c'est dans la capacité qu'on a à lui faire des choses qu'il n'a pas apprises. C'est-à-dire qu'il a appris parfaitement sa table de multiplication, mais maintenant, je peux lui poser des questions sur ce qu'il n'a pas appris. Par exemple, on a appris la multiplication que de 2 en 2, donc 0,20 par 0,4, etc. Et là, je lui demande combien font 0,25 par 0,75. Et vous voyez, il vous donne presque le bon résultat. Il n'a rien appris. Il ne connaît pas du tout 0,25 par 0,75, ce n'est pas dans ses exemples. Mais comme il interpole, finalement, il trouve à peu près la bonne réponse. Il trouve 1867 au lieu de 1875. Donc le miracle, c'est cette capacité de généralisation, et c'est ça qui fait le succès des réseaux de neurones. C'est cette capacité qu'ils ont, quand ils ont appris sur une base d'exemples, à généraliser autour de cette base. Le problème du autour, c'est que parfois, on ne sait pas exactement ce que c'est que autour. Et c'est là que se situent finalement les ennuis. Donc il faut bien retenir ce petit détail. On parlera d'exemples plus précis ensuite. On doit parler des LLM, donc je vous expliquerai pourquoi les LLM ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables par définition, parce qu'il y a un caractère stochastique dans les LLM qui a été volontairement introduit à l'intérieur. Donc il faut toujours s'en méfier. Mais c'est quand même important de retenir ce point-là. Et puis, il y a un autre point qui est important de retenir. C'était donc mon premier slide qui est devenu mon dernier, qui est celui-là. Aujourd'hui, c'est très rare sur les réseaux sociaux que vous ne tombiez pas sur des gens qui viennent vous expliquer que l'IA, c'est ce qui va révolutionner le monde demain. En fait, ça arrive tous les jours. C'est encore arrivé ce matin, donc quand je viens comme ça à une conf, en général, je regarde les réseaux sociaux le matin et j'essaie de trouver les bêtises qui ont été racontées sur le sujet. Il y en a au moins une par jour, on est tranquille. Et ce matin, il y a encore quelqu'un qui a affirmé qu'une IA avait démontré un théorème mathématique pour la première fois, résolu le 134e problème d'Erdős. Erdős, c'est un matheux célèbre. Et donc, dans ce cas-là, surtout les maths, c'est mon domaine, donc je peux comprendre assez vite où est le problème. J'ai regardé ce que c'était vraiment. Et évidemment, c'est pas vrai. Ça va de soi que c'est pas vrai. Et surtout, c'est pas du tout un système qu'on vous le présente en vous disant que c'est un grand modèle de langage qui a résolu tout seul, on lui a posé la question, puis il a trouvé la réponse. En pratique, le système qui a fait ça, il est basé sur 5 systèmes différents qui prennent un peu tous dans chacun des trucs que vous avez là. Dedans, vous avez un algorithme qu'on appelle maintenant algorithme de Monte Carlo, MCTS, Monte Carlo Research plus exactement, qui est un algorithme de recherche arborescente qui vient de la force brute. Vous avez un programme de vérification de preuves qui s'appelle LIN, qui vient de la forme symbolique de l'IA que vous avez à droite. Vous avez un système d'apprentissage par renforcement qui vient de la vie artificielle que vous avez à gauche. Et en fait, vous avez un bout de modèle de langage qui se trouve en bas pour la génération qui est tout en bas. Ce système ultra compliqué a été évidemment tout monté ensemble par des gens dont c'est le métier. Ce n'est pas une IA qui l'a conçu, vous vous en doutez. Et derrière, il n'a pas démontré le 134e problème d'Erdős, il en a démontré un lemme très simple qui ne prend que quelques lignes de démonstration. Ça, c'est un exemple que j'ai pris ce matin, mais je pourrais vous donner le même exemple dans plein de domaines. Donc méfiez-vous en permanence de ce qu'on vous raconte sur le sujet. Il y a plein de gens qui ont besoin de faire de l'argent et qui ont besoin de vendre leur start-up. En fait, j'ai retrouvé la trace de ce hype sur un... C'est la personne qui a créé la boîte et qui a publié ça sur un site qui s'appelle Robinhood, où on peut investir dans des entreprises. Et en fait, il vend sa boîte. Et donc, il a publié cette information. La débunker coûte cher, prend du temps. Et lui, ça lui rapporte de l'argent. Donc, posez-vous toujours cette question. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas pour vous dire que l'IA n'est pas utile. Moi, je m'en sers tous les jours. Ça fait des choses formidables. Les LLM, ça a été un projet énorme et qui a donné des résultats qui sont fabuleux. Mais par contre, il faut bien en connaître les limites et y faire attention.